Bienvenue à ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un avocat, un président de parti. Il est le président de l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, le PABF. C'est Maître Ambroise Farama que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Vous avez donc mis en place ce parti, le PABF. C'est bientôt 2 ans d'existence. Je me rappelle, le lancement officiel face à la presse, c'était le 21 février 2018, c'est bien ça? En effet. Oui. Et que vaut le PABF aujourd'hui, presque 2 ans après, sur l'échiquier politique national? Mais Dieu merci, sur l'échiquier politique national, 2 ans après, le PABF fait son petit chemin. Et nous sommes surtout en train de travailler à implanter le parti, les structures du parti un peu partout dans le pays et surtout travailler à faire connaître les idéaux du parti. En termes d'implantation aujourd'hui, combien de structures avez-vous sur l'ensemble du territoire? En termes d'implantation aujourd'hui, nous avons couvert la moitié des provinces du Burkina. Mais bien entendu, il y a des provinces pour lesquelles la situation, le contexte d'insécurité généralisée fait que c'est difficile d'atteindre ces provinces-là et de parler donc de mettre en place donc, des structures. Donc pour l'instant, en tout cas, nous avons, par la grâce de Dieu, avec les modestes moyens que nous avons pu au moins installer des structures dans la moitié du pays. Des structures, oui, les installer, mais après, c'est la question de la dynamique qu'il y a dans ces structures. Ces structures vivent, et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est plutôt la formation de nos militants. Et même le week-end dernier, nous étions dans la boucle de Mouroun, où nous avons accordé effectivement une formation politique à nos militants. Donc, ce sont des structures qui sont installées et c'est des structures qui vivent. La question aujourd'hui, c'est quel type de formation politique pour les militants, pour les Burkinabés, justement? Pour nous aujourd'hui, pour nous d'abord au sein de notre parti, c'est la formation politique et idéologique. Nous sommes un parti révolutionnaire et un parti d'avant-garde, donc bien entendu, il faut outiller nos militants afin qu'ils aient les armes suffisantes pour aller au combat. Les armes suffisantes, c'est-à-dire, parce que l'image de la politique aujourd'hui, elle est suffisamment dégradée au sein de l'opinion. Quel modèle d'acteur politique aujourd'hui êtes-vous en train de former dans le cas justement de votre parti? Le modèle d'acteur politique que nous travaillons à former, ce sont des hommes politiques qui ont une bonne compréhension et une bonne lecture des faits sociaux et des faits politiques. Parce que lorsque vous n'avez pas une bonne lecture, bien entendu, vous risquez de prendre des décisions qui ne sont pas forcément appropriées. Et donc, nous donnons aujourd'hui les outils nécessaires à nos militants, d'abord pour comprendre c'est quoi un parti révolutionnaire, pour comprendre c'est quoi un parti panafricain, et pour qu'ils sachent également où est-ce qu'on entend aller. Nous avons un manifeste, donc il est bon que les militants puissent s'approprier ce manifeste-là et qu'ils sachent un peu quel est le contenu que nous donnons à la vision idéologique de notre parti. Et nous travaillons surtout sur la question d'éthique. Nous voulons aujourd'hui donc des militants qui ont vertueux, qui ont une très bonne éthique, et c'est avec cela que nous pouvons véritablement faire changer les choses. Et ce discours-là, ça passe auprès de populations quelque peu perdues, qui n'ont plus confiance à la politique et qui ont un quotidien à gérer? J'avoue que c'est un discours qui passe. Mais le plus difficile, c'est comment atteindre ces populations-là aujourd'hui. Sinon, quelles que soient les populations que vous rencontrez aujourd'hui, que ce soit les intellectuels ou les analphabètes, tout le monde est unanime aujourd'hui à reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans ce pays-là. Mais comment parvenir à faire changer ces choses-là si on n'a pas des hommes de qualité et des hommes de conviction, des hommes vertueux et des gens qui sont propres? Tout le monde le dit, le changement, tout le monde est d'accord pour ça, mais dans les actes, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a du mal à dégager, à concevoir ces leaders capables de créer le changement, d'agir surtout. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à pouvoir insuffler ce changement? C'est que les leaders eux-mêmes ne sont pas eux-mêmes de bons exemples par moment. Mais j'avoue, sans fausse modestie, qu'en tout cas, partout où je vais, partout où nous allons aujourd'hui avec le parti, les gens disent au moins, voilà un parti qui vient vers nous, qui a une vision claire des choses et qui au moins ne trémale pas des casseroles. Un parti peut-être de rêveur, de parti de gens pas réalistes peut-être? Le rêve est permis, mais nous pensons que tout ce que nous proposons sont des choses réalisables. Nous sommes objectifs dans nos analyses, nous évitons de sombrer dans la démagogie.
C'est peut-être méconnaître aussi la géopolitique, les rapports entre les États aujourd'hui, ce qui gouverne aujourd'hui ce monde. Parfois, quand on entend votre discours, on se dit, ben, est-ce que ce discours-là, il n'est pas dépassé? Est-ce que vous n'êtes pas moins réaliste? Dépassé par qui et pour qui? Vous savez, le discours que nous tenons est un discours qui, de notre humble avis, est plutôt d'actualité. Regardez aujourd'hui dans tous les pays en Afrique, tout le monde revient pour dire, c'est le panafricanisme qui revient un peu partout. Ce sont des visions, des idéologies révolutionnaires qui reviennent un peu partout. C'est pour dire que nous sommes plutôt en phase avec l'évolution de l'actualité nationale et internationale. Maintenant, est-ce que c'est un rêve? Nous pensons que non, ce n'est pas un rêve. Bien entendu, les changements que nous proposons sont des changements possibles, pourvu que nous ayons un peuple et une jeunesse convaincue qui est prête à aller au combat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que l'Afrique a beaucoup plus d'intellectuels théoriciens, de politiques théoriciens, de panafricanistes dans le discours, mais dans les actes, ça, c'est autre chose. Pour certains, oui, vous pouvez le dire, mais pour nous, montrez-nous en quoi est-ce que dans les actes, nous posons des actes qui sont contraires à nos convictions politiques. Montrez-nous. En attendant que vous ayez les manettes du pouvoir, sûrement. Bon, je veux bien, mais pour l'instant, même nous n'avons pas les manettes du pouvoir, mais nous posons des actes au quotidien, même du point de vue professionnel et un peu partout, dans le sens effectivement de nos convictions politiques. Si nous avons des comportements que vous pensez être en déphasage avec nos convictions politiques, je veux bien que vous nous les indiquiez. D'accord, pour l'instant, on peut vous croire. Alors, le débat sur le changement générationnel, là, il est posé depuis un certain temps. Pour beaucoup, c'est le moment. Votre parti, c'est un parti de jeunes aussi, avec une nouvelle vision de la politique, sûrement. Vous voulez que les choses changent à ce niveau, mais le changement, c'est effectivement avec des hommes. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que cette nouvelle génération d'acteurs politiques, on voit que les partis se créent depuis un certain temps. Après vous, il y a eu récemment le MPS avec le professeur Augustin Loada, mais il y a encore le parti qui porte la candidature aujourd'hui de Tahirou Barry et bien d'autres. Ce sont des jeunes qui pensent que le moment est venu pour eux de faire la politique autrement. Mais il y a encore une fois que l'opinion a une certaine image de l'acteur politique et on se dit finalement quelle est la différence entre ces jeunes qui arrivent et ces anciens qui doivent partir. Je voudrais d'abord commencer par là où vous avez terminé, cette question de l'opinion. Cette opinion qui pense que les hommes politiques aujourd'hui sont tous les mêmes et qu'ils ne peuvent pas apporter un changement qualitatif. Je dis que c'est une erreur. C'est une erreur que de penser que la politique est malsaine et qu'il n'y a pas lieu d'y mettre le pied. Si l'opinion pense que la politique est malsaine et que ceux qui sont vertueux ne sont pas prêts effectivement à y mettre le pied, bien entendu, on risque de laisser la politique entre les mains de ceux-là qui ont peu de vertu et qui vont nous guider effectivement donc, dans le décor là où ils veulent le bien. Donc je dis, pour moi, il est tout à fait nécessaire, il est même utile et d'intérêt national que lorsque vous avez des convictions, que vous êtes une personne qui n'a rien à se reprocher et qui a des visions pour un pays, que vous vous engagez sur la scène politique, quoique l'on puisse penser que la scène politique soit malsaine. Maintenant, sur le débat générationnel, moi je trouve que le débat générationnel est un faux débat. D'abord, notre parti, c'est vrai que c'est un parti jeune, mais ce n'est pas un parti de jeunes. Le président est jeune, mais le parti n'est pas un parti de jeunes parce que nous avons au sein de notre parti des personnes âgées, des retraités qui occupent des postes de responsabilité donc, au sein du parti. C'est un parti qui est jeune, certes, mais c'est un parti d'hommes matures, d'hommes mûrs, qui sont capables effectivement de proposer des bonnes voies de changement pour notre pays. Maintenant, ceux qui pensent que le moment est venu d'avoir un changement générationnel, nous ne nous posons pas notre préoccupation en ces termes. Nous pensons qu'il y a effectivement une classe politique qui, depuis les années 87, gouverne ce pays jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 30 ans pratiquement que cette génération politique est au pouvoir. Nous devons faire l'analyse. Qu'est-ce que cette classe politique peut encore proposer pour le Burkina Faso et qu'elle n'a pas pu faire pendant 30 ans? Je pense que ce n'est pas une question de génération, mais c'est une question d'objectivité. Ce que vous n'avez pas pu faire en 30 ans, ce n'est pas aujourd'hui, au soir de votre vie, que vous allez pouvoir apporter des changements qualitatifs pour le pays.
Et donc, vu sous cet angle-là, on peut penser qu'effectivement, cette génération n'a plus d'inspiration nécessaire pour pouvoir donc guider le Burkina Faso vers des voies porteuses donc d'espoir. Et en cela, effectivement, les jeunes qui ont effectivement donc la conviction, qui ont des idées nouvelles, peuvent véritablement constituer donc un espoir. Des idées nouvelles, est-ce l'alternative, c'est surtout ça qui n'est pas ressenti dans ces idées de ces jeunes voilà aussi. Pourquoi j'ai dit, le tout n'est pas de faire un changement générationnel, mais le tout, c'est de faire un changement, soit générationnel, mais un changement qualitatif. Il ne faut pas changer pour changer. Et on ne peut pas faire forcément du neuf avec des jeunes qui ont été éduqués et mal éduqués par des vieux. Donc je dis, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, ce n'est pas le combat générationnel, ce qui est le plus important, c'est le changement qualitatif pour notre pays dont nous avons besoin. Et ce changement qualitatif, justement, attendu, mais l'impression aussi qu'on a, c'est que tous ces partis qui arrivent, tous ces nouveaux hommes politiques qui arrivent sur la scène, ne nous proposent pas véritablement quelque chose de consistant en termes d'alternatives. C'est aussi cela. Mais nous, vous avez lu peut-être notre manifeste. Est-ce que vous pensez que ça ne propose pas quelque chose de consistant en termes d'alternatives? C'est un ramassis de théorie, non, n'est-ce pas? C'est ce que vous pensez. Il faut bien qu'il y ait la théorie avant de passer à la pratique. Pour l'instant, nous ne sommes pas au pouvoir. Donc, nous ne pouvons que développer sur le plan théorique nos visions. Et si vous voulez effectivement donc contredire nos visions, on y va. On y va sur un débat théorique et on fait le débat. Mais par contre, le débat, il est toujours là. En fait, c'est qu'on est tellement dans les théories que finalement, concrètement, on ne voit pas d'alternative en termes de propositions fortes, mais aussi réalistes, qui fait en sorte que le peuple se dit, celui-là, s'il arrive au pouvoir, ces idées-là sont réalisables, peuvent nous apporter quelque chose. Nous proposons des idées qui sont tout à fait réalisables. Ce sont des idées qui sont inspirées pour la plus grande partie du discours d'orientation politique de la Révolution. Est-ce que la Révolution n'a pas pu mettre en pratique les idéaux qui étaient promus, qui étaient donc développés dans le discours d'orientation politique? Bien sûr, mais si, ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. On était dans l'exception, c'est aussi... je n'en disconviens pas. Ouais. Et justement, c'est en cela que nous proposons une différence. C'est de mettre en application cette vision idéologique, mais en même temps en faisant une bonne promotion de la protection des droits de l'homme. C'est en cela que nous différons effectivement donc des révolutionnaires de l'époque, qui étaient des militaires. Aujourd'hui, nous ne sommes pas militaires. Et donc, bien entendu, en ce qui concerne donc la question de la protection des droits humains, vous vous imaginez bien qu'en tant qu'avocat, cette question est une question fondamentale pour nous. Maintenant, pour ça, il faudra des hommes aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, vertueux, intègres, pour conduire justement cette révolution dans les idées, dans les programmes. Mais que dire aujourd'hui au peuple qui semble avoir du mal aujourd'hui à faire confiance à l'homme politique? La question, il est là, il y a une cassure. Comment effectivement recréer cette confiance? Je pense que ce peuple-là, ou du moins ces populations, elles se contredisent elles-mêmes. Mais si vous n'avez pas confiance à des hommes politiques, pourquoi alors vous leur accordez votre confiance en les élisant? Le moment est venu, effectivement, de ne plus renouveler leur confiance à ceux à qui ils n'ont pas confiance. Maintenant, s'ils n'ont pas confiance en nous, eh bien, nous sommes prêts à en discuter. Qu'ils nous disent en quoi est-ce que... Il y a parfois le saut dans l'inconnu, peut-être, qui fait que... Ah oui, mais je préfère le saut dans l'inconnu plutôt que le saut dans la médiocrité. Je préfère le saut dans l'inconnu plutôt que le saut dans la médiocrité. D'accord. En tout cas, on va tranquillement vers 2020. On espère que les élections, justement, se tiendront à bonne date, parce que le débat aussi, il est à ce niveau, en rapport justement avec la question sécuritaire. Les élections pourront-elles se tenir justement en 2020? Faut-il tenir les élections dans ce contexte sécuritaire? Le débat, il est posé. Et récemment, le président de l'Assemblée nationale est revenu là-dessus. Non, moi je pense Au niveau de l'OPABF, comment on se positionne par rapport à cette question? Pour nous, la question des élections ou non n'est pas aujourd'hui d'actualité. La priorité pour nous au Burkina Faso, c'est la sécurisation du territoire. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, bien entendu, la question des élections risque d'être compromise. Et donc notre priorité aujourd'hui,
c'est surtout qu'effectivement, il y ait une sécurisation du territoire national. Et si effectivement la situation reste telle, on ne le souhaite pas, jusqu'en 2020, faut-il reporter les élections ou alors les organiser dans ce contexte? Je ne souhaite pas d'ailleurs, d'abord, que la situation reste comme telle. Deuxièmement, si la situation reste comme telle, c'est que nos dirigeants aujourd'hui sont donc incapables de nous apporter donc la sécurité. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'il va falloir trouver une solution à cette classe politique qui nous dirige. Par les élections ou autrement? Écoutez, le mieux, ce n'est pas les élections. Mais si il n'y a pas d'élection, bien entendu, il va falloir trouver une solution. D'accord. Alors, la lutte justement contre le terrorisme, puisqu'on en parle là, et le débat justement sur les forces étrangères, pour vous aujourd'hui, c'est un aveu d'échec, la lutte contre le terrorisme? Oui, c'est un aveu d'échec, bien sûr. Et pourtant, au niveau de pouvoir, on pense que tout doucement, on est... Vous savez, moi, quand je regarde aujourd'hui la politique de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, je m'interroge. Je me demande, est-ce que véritablement on a une volonté de lutter contre le terrorisme, ou alors est-ce que nos dirigeants savent bien où est-ce qu'ils vont finalement? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a plusieurs raisons me le font dire. D'abord, quand vous regardez donc les positions prises par certains responsables donc, de ce pays, tantôt ils nous disent que eux, ils savent qui nous attaquent, qu'ils les connaissent, et que par des mots un peu voilés, ils entendent accuser l'ancien régime. Je veux bien. De toute façon, c'est eux qui ont le renseignement. Mais je fais le constat suivant, c'est que ce n'est pas le Burkina Faso seul qui est attaqué. Et donc, vous voyez que du point de vue de l'analyse, il serait sage pour eux également donc, de pousser la question plus loin. Secondo, à supposer même que l'ancien régime veut profiter de cette situation terroriste pour déstabiliser donc le pays. Mais si vous connaissez qui nous attaquent, mais qu'est-ce que vous attendez pour les poursuivre? Qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter? Qu'est-ce que vous attendez pour engager des poursuites contre eux? Mais le peuple burkinabé meurt tous les jours. Nous avons des enfants, des jeunes, des militaires, des soldats qui meurent tous les jours au front. Nous avons des citoyens burkinabés qui ne peuvent plus mener leurs activités économiques et sociales. Et vous, vous savez qui nous attaque et vous ne faites rien pour les interpeller. Ça, c'est d'abord un problème. Nous pensons que c'est une véritable irresponsabilité que de nous dire qu'on sait qui nous attaque et de ne rien faire contre ces personnes-là, si tant est que vraiment vous avez des preuves que ce sont eux qui nous attaquent. Ça, c'est peut-être le discours politique, oui. Mais justement, c'est que quand sur des questions donc, de sécurité, pour l'intérêt national, ce n'est plus une question politique. Ils ont une obligation de nous dire la vérité. Ils ont une obligation de nous rendre compte. Secondo, je vois que tantôt, ils accusent même les forces étrangères d'avoir un jeu assez trouble dans les liens de coopération qui existent entre le Burkina Faso et ces pays donnés, notamment la France. Mais je veux bien. Mais si vous avez un ami qui prétend vous aider à combattre le terrorisme et que vous doutez de sa sincérité, qu'est-ce que vous faites? Mais si vous doutez de sa sincérité, vous ne pouvez pas continuer à demander toujours sa collaboration. Parce que si vous pensez que la France est à l'origine de ce qui nous arrive, c'est que la France ne peut plus être la solution pour résoudre donc, le terrorisme. Et pourtant, le ministre même de la Défense, lors d'une sortie en Afrique du Sud, a tenu des propos qui montrent à peu près qu'effectivement, ils ne sont pas très à l'aise avec, donc, en tout cas, particulièrement donc, les Français. Et je dis, à partir de ce moment-là, nous, ça nous pose problème. C'est vous qui avez les renseignements, vous qui êtes au sommet de l'État, vous dites que les Français vous posent problème. Mais alors, pourquoi vous continuez avec eux? Comment analyser justement ce double discours vis-à-vis de la France? Tantôt, c'est un ami qui apporte beaucoup, Barkhane apporte beaucoup. Tantôt, justement, on s'interroge sur cet apport, sur la qualité de cet apport. Mais bien sûr, il faut le comprendre. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. C'est tout. Celui qui pense que c'est par amitié qu'ils sont là, mais il se trompe d'analyse. Voilà pourquoi nous disons que si vous n'avez pas des militants bien formés, ils ne peuvent jamais comprendre tout ça. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts.
Et donc on sache que ceux qui sont dans là... le même exécutif, justement, ce sont des voix discordantes concernant cette question française. Il y a ceux-là qui applaudissent cette coopération avec la France. Il y a d'autres, justement, dans le même exécutif, qui dénoncent cette coopération. Oui, ben c'est la preuve que nous avons un exécutif qui n'est pas cohérent. Il manque de cohérence, d'où l'échec de toute leur politique en matière donc de sécurisation du territoire. Et justement, sur la question française, on vous a vu récemment en conférence de presse, justement, s'indigner par rapport à la convocation, entre guillemets, du président français, lancée par le président français Emmanuel Macron à l'endroit des chefs d'État du G5 Sahel. Pour vous, c'est inadmissible. Mais juste après, on l'a vu à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO à Niamey, clairement, les chefs d'État ont pris position pour les forces étrangères. Oui, c'est bien dommage. C'est bien dommage que nous avons des chefs d'État qui refusent d'assumer leur indépendance. Parce que nous avions effectivement fait la critique suivante en disant que, d'abord, du point de vue de la forme, l'invitation ou la convocation du président Macron n'était pas, j'allais dire, adéquate. On ne peut pas effectivement donc convoquer des chefs d'État, des pairs, sous cette forme-là. Et même dans le fond, nous avions dit qu'il n'appartient pas à ces chefs d'État de rendre compte à la France. Bien au contraire, si ces chefs d'État doivent rendre des comptes, c'est au peuple africain qu'ils doivent rendre compte. Maintenant, si malgré que ce tollé général, malgré une expression généralisée des Africains pour dire qu'il est temps effectivement de se séparer de la présence militaire française, nos chefs d'État se sont retrouvés pour dire non, ils ont toujours besoin de cette coopération. J'ai dit, mais eux seuls savent pourquoi ils ont besoin de cette coopération. Ils sont peut-être réalistes. Pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que c'est du réalisme, c'est plutôt la peur d'assumer leur indépendance. Parce qu'ils ont peur effectivement de perdre le pouvoir. Ils pensent qu'en décidant donc de rompre effectivement ces liens de dépendance-là, ils risquent donc d'être lâchés par ceux-là qui les ont aidés à arriver au pouvoir. Ça, c'est égoïste. C'est égoïste parce qu'ils ne prennent pas en compte les intérêts du peuple burkinabé et des peuples africains. Et c'est une réalité qui est là aujourd'hui, faire avec Barkhane, les forces françaises, qui semblent, selon nos chefs d'État en tout cas, contribuer pour beaucoup justement dans la lutte contre le terrorisme. Vous ne semblez pas voir les choses de cette façon. Finalement, on se retrouve dans une situation où on est dans la suspicion totale. Les forces françaises apportent-ils quelque chose dans cette lutte, oui ou non? La question reste posée. Oui, la question reste posée. Mais les forces françaises sont au Mali depuis combien d'années? Est-ce que la situation sécuritaire au Mali a évolué positivement? Ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être pire, mais on constate en tout cas que ça n'a pas évolué positivement. Et quand vous regardez un peu partout en Afrique, même dans le monde entier, où il y a eu donc des présences de forces militaires étrangères, prenons donc le cas de la Centrafrique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça fait combien d'années qu'il y a une forte militaire, la présence de forces étrangères en Centrafrique? Aucune évolution. Prenons le cas de l'Angola. Même allons au-delà de l'Afrique, parce que quand on en parle, les gens pensent que c'est parce qu'on est africain. Mais allons en Syrie, analyser la situation aujourd'hui. Est-ce que la situation sécuritaire évolue dans ces pays-là? La présence des forces militaires étrangères, et comme je l'ai dit toujours, ces pays qui envoient des forces militaires étrangères viennent pour défendre leurs intérêts. Il est clair que, comme vous l'avez dit, justement, c'est une question d'intérêt, ça c'est sûr. Mais après, il nous appartient à nous de nous assumer. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous autres, la tendance, c'est d'accuser la France au lieu, effectivement, de demander des comptes à ceux que nous avons mandatés, c'est-à-dire le chef d'État. Ah oui, non, nous avons demandé des comptes à nos chefs d'État. Lorsque nous avons fait notre sortie médiatique, nous avions dit que c'est à nous que plutôt les présidents africains doivent rendre compte. Ce n'est pas à la France qu'ils doivent rendre compte. Maintenant, nous le disons, mais s'ils ne le font pas, en ce moment, nous appelons les peuples, effectivement, et le peuple burkinabé notamment, à sanctionner ces comportements-là. Lors des prochaines élections, il faut sanctionner. Mais sanctionner, en attendant, on est dans une situation où on s'enlise, où les attaques deviennent quasi quotidiennes. C'est vrai que la situation s'enlise et qu'on ne fait que perdre au quotidien effectivement des frères et des sœurs. C'est vraiment dommage, mais nous pensons que justement, que si rien n'est fait d'ici là, il va falloir que les peuples effectivement prennent leurs responsabilités. Il est clair aujourd'hui que la rencontre de Pau n'a plus véritablement son sens, puisque les chefs d'État ont clairement affiché leur position.
Maintenant, est-ce que à Pau, il faut aller finalement peut-être pour renégocier les termes de l'accord, parce que c'est aussi cela, la France, les forces françaises diront qu'elles agissent dans le cadre d'un accord, et ce que l'accord ne permet pas, ils ne feront pas. Vous savez, comme vous parlez bien de réalisme et tout ça, nous, au niveau donc, de notre parti, nous ne sommes pas contre les coopérations. La coopération entre les États, on ne peut pas vivre en vase clos et refuser toute coopération avec les autres États. Mais nous pensons qu'il faut d'abord savoir poser le problème. Aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, de quoi avons-nous besoin? Est-ce que ce sont des hommes, des militaires qui nous manquent au point qu'il ait besoin de faire appel à des militaires étrangers? Je pense que non. S'il s'agit effectivement donc d'une insuffisance en termes d'hommes, mais le Burkina Faso, nous avons des troupes militaires au Mali, nous avons des troupes en Centrafrique, nous avons des troupes au Soudan, et tout ça. Mais tout ça, ce sont des gens qu'on peut rappeler. Si tant est que c'est le manque d'hommes, on peut faire effectivement un rappel de troupes pour renforcer effectivement l'effectif pour aller au combat. Mais je pense que le problème doit se trouver ailleurs. Les coopérations dont nous avons besoin, ce n'est pas la présence militaire de forces étrangères. Nous avons plutôt besoin de coopération en matière de formation, en matière donc d'armement et de renseignement. Mais pour le reste, lorsque les forces militaires sont présentes, partout au monde, ça a montré que les forces militaires étrangères, lorsqu'elles sont présentes donc dans un pays, c'est toujours pour leurs intérêts à eux. C'est pour la protection des intérêts de leur pays. Peut-être que c'est nos États qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans cette coopération militaire. Voilà pourquoi nous disons que quand tout de suite vous étiez en train de parler donc des questions théoriques, vous voyez que finalement, on est en train d'aborder une question précise. Vous convenez avec nous qu'en réalité, ce n'est pas que les États ne savent pas ce dont ils ont besoin. C'est plutôt parce que nos chefs d'État, nos dirigeants ne sont pas libres, ils ne sont pas indépendants. Et cette liberté-là, vous savez, c'est déjà depuis l'élection. Lorsque vous avez des chefs d'État qui sont soutenus de l'étranger avant d'être élus, une fois élus, ils ne peuvent pas se débarrasser effectivement des relations de copinage ou des relations de domination face à ceux-là effectivement qui les ont aidés à arriver au pouvoir. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a lieu aujourd'hui de soutenir des jeunes comme nous, qui n'avons aucun lien avec la France, qui n'avons aucun lien avec ces puissances étrangères, afin de pouvoir proposer des solutions réelles, réalistes, qui prennent en compte les intérêts réels de notre peuple. Et le pouvoir change, hein? Vous savez, change les hommes. Le pouvoir ne change pas les hommes, le pouvoir révèle l'homme. Et peut-être qu'il vous le révélera une fois au pied du mur. Il révélera sans doute nos qualités et notre patriotisme, et notre engagement pour ce peuple burkinabé. D'accord. Dans la lutte justement contre le terrorisme, c'est aussi, vous l'avez vu récemment avec cette attaque à Arbinda, avec son lot donc, de morts. C'est aussi le débat autour donc, de la communication liée justement à cette question. On accuse aussi les médias français de choisir un angle qui n'est pas forcément celui qu'on voudrait que ce côté victoire de nos FDL qui devrait être mis en valeur selon nos autorités, mais malheureusement, on voit les choses autrement du côté donc, des médias français. C'est une question d'angle. Comment vous analysez tout ça? Mais la dimension communication. Vous ne faisiez que me rejoindre. Mais la dimension communication, sur ces cas précis, prépare le rendez-vous de Pau. Parce que si on montre du point de vue communication que les forces nationales sont en train de prendre le dessus, à partir de ce moment-là, les exigences qui vont être posées à Pau ne sont plus nécessaires, elles ne sont plus utiles. Donc, c'est une façon effectivement de préparer nos dirigeants, de mettre donc nos dirigeants dos au mur pour montrer que les dirigeants ne peuvent pas se débarrasser de la France, les dirigeants ne peuvent pas se débarrasser des forces militaires étrangères. C'est tout. Donc, vous voyez que au départ, vous étiez en train de dire que nous sommes théoriques, mais vous voyez que vous-même, vous revenez à la réalité. D'accord, une réalité. Mais peut-être qu'aussi, il nous appartient à nous d'organiser notre communication. Parfois, j'entends le ministre de la Communication justement accuser le traitement de l'information sécuritaire,
mais peut-être aussi qu'il faut voir du côté aussi de la communication gouvernementale qu'il y a aussi ces manquements. Nous avons une communication gouvernementale qui va dans tous les sens, un peu comme le rythme d'un balafon. Et vous-même, vous l'aviez dit, vous aviez certains ministres qui parlent dans tel sens et d'autres qui parlent dans un autre sens. Mais tout ça, pour nous, ça pose le problème de la compétence des hommes que nous avons au gouvernement. Nous n'avons pas des hommes au poste qu'il faut. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Puisque nous avons plutôt des dirigeants qui préfèrent s'entourer de leurs copains, de leurs petits amis, plutôt que de faire appel à des Burkinabés, à des patriotes valeureux qui sont capables d'apporter quelque chose de façon qualitative pour la gestion de ce pays-là. Quand on a le pouvoir, on gère avec des hommes de confiance. Je n'en disconviens pas. Mais quand on veut faire appel à des hommes de confiance, on fait aussi appel à des hommes compétents. Alors, le débat aussi sur le continent, c'est aussi la question du franc CFA, le changement vers l'éco acté pour 2020 avec des décisions importantes prises par les chefs d'État, encore une fois. Et là, quelque part, on peut dire que sur ce débat-là, on a contenté un peu tout le monde. Pas du tout. Ce sont des décisions que vous appelez importantes. Suppression, contre-opération et pour moi, ce sont des décisions malheureuses. D'abord, il faut d'abord rappeler que l'éco est une création de la CEDEAO. Donc l'éco était censé être la future monnaie de la CEDEAO. Mais par quel mécanisme, finalement, les pays membres de l'UEMOA s'approprient l'éco? Première interrogation. Les autres viendront d'après. Ah non, mais ce n'est pas eux qui ont créé l'éco. L'éco est une création de la CEDEAO. C'est une usurpation. Ça veut dire que la France, voyant venir donc la menace, ils se sont précipités pour arrêter le cours normal du processus de mise en place de l'éco, à travers un mécanisme qui leur profite toujours. Et ils veulent toujours protéger leurs intérêts. Et il faut le dire, le franc CFA, les accords relatifs donc au franc CFA arrivent à expiration en 2020, en décembre 2020. Et dans ces accords, il est prévu qu'au plus tard, le 26 décembre 2019, qu'il y ait déjà un processus donc, de négociation sur ce qui peut être une réforme ou ce qui peut être effectivement un maintien ou non donc, du franc CFA tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu toute cette précipitation et une pression qui a été mise sur nos chefs d'État pour que finalement ils finissent donc par voler à la CEDEAO le projet de l'éco, mais afin de pouvoir vider l'éco de sa substance. Le débat, c'est surtout autour du franc CFA sur cette question quand même. C'est quelque part réglé en partie, non? Pas du tout. Qu'est-ce qui change? Dans tous les cas, en dernier ressort et en dernier recours, la France reste garante de ces monnaies-là. Mais quand les techniciens vous diront attention aussi à ne pas être trop audacieux, volontariste, parce qu'il faut aller de façon graduelle. C'est une question technique aussi. Je n'en disconviens pas. J'ai également suivi des techniciens qui disent également que rien n'a changé. J'ai suivi le professeur Tombiano, j'ai suivi docteur Damiba, mais bien entendu, je ne pense pas qu'ils sont du même avis que vous. Donc pour vous, c'est une déception? Pour moi, c'est une déception. Une déception profonde. Okay. Parce que nous avions espéré quand même que... Vous voyez, dans ce combat-là, si les peuples africains n'avaient pas encore compris, et pour soutenir l'action de leurs gouvernants, on peut dire que les gouvernants étaient dans une impasse, il était difficile pour eux de prendre leurs responsabilités. Mais ils ont aujourd'hui la chance d'avoir une jeunesse panafricaniste, une jeunesse combative, qui a travaillé à un éveil de conscience, à ce que tout le monde comprenne le phénomène et qu'il y ait une volonté de se débarrasser effectivement de cette vieille monnaie coloniale. Et on leur donne l'occasion d'assumer leur indépendance et ils refusent de prendre leur indépendance. Vous pensez quoi de la condamnation de Kémy Séba ici au Burkina? C'est une condamnation malheureuse. C'est un recul de la liberté d'expression. Vous pensez? Ah oui, bien entendu. Vous avez vu aussi le ton utilisé par Kémy Séba. Vous savez, chacun... vis-à-vis du chef de l'État. Je ne pense pas qu'il y ait eu injure. Chacun y va de son ton, de sa manière de s'exprimer. Par exemple, je pense qu'on a souvent entendu des propos beaucoup plus sévères que ce que M. Kémy Séba a tenu, les propos que M. Kémy Séba a tenus. On a entendu des propos ici qui ont qualifié donc la gouvernance donc de médiocre. Est-ce que c'est encore plus sévère que ce que Kémy Séba a dit?
Et même nous-mêmes, nous l'avions répété aussi par moments. D'accord. Alors, les chefs d'État qui, selon vous, ont le soutien de leur peuple, mais qui malheureusement refusent de s'assumer, c'est peut-être la preuve qu'en réalité, ce ne sont pas les peuples qui votent les chefs d'État, ce n'est pas la légitimité du peuple qui compte pour eux, mais c'est plutôt le soutien de la France qui compte, ce qui est le plus important. Oui, le président Alassane Ouattara disait très récemment qu'il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un, sauf à la France. Ça veut tout dire, hein? Bon, je ne sais pas si c'est le cas du président Roch, mais je dis tout simplement que tant qu'on aura des élections qui ne sont pas transparentes, tant qu'on aura des élections où c'est le pouvoir de l'argent qui permet à un candidat de gagner, bien entendu, il n'y aura aucune légitimité dans ces élections-là. D'accord. Parlons de vivre ensemble, justement, et du rôle du politique. Bientôt, c'est le premier anniversaire de Yirgou, du massacre de Yirgou. Vous êtes avocat, vous êtes très engagé sur ce dossier. Finalement, presque un an après, est-ce qu'on peut dire que les choses ont véritablement évolué en termes de justice, de vérité? Je vais analyser cette question sur deux aspects. D'abord, sur le terrain donc, du droit, je pense qu'il y a une petite évolution. C'est vrai qu'après les événements de Yirgou, pendant plus de 10 mois, on a attendu effectivement qu'il y ait les premières arrestations et ça tardait à venir. Mais depuis pratiquement le mois d'août, il y a des arrestations qui ont commencé et nous constatons effectivement que, en tout cas, la justice commence effectivement à faire son travail. Donc, il y a une petite lueur d'espoir que justice sera rendue un jour, même si nous avions souhaité à l'époque que effectivement les premiers actes soient posés rapidement pour ne pas laisser disparaître et faire certains indices de preuve. Par contre, là où nous avons une petite déception, c'est que ce qui s'est passé à Yirgou, avec toute la mobilisation qu'il y a eu, devait sonner comme étant une alerte pour dire attention. Si on y prend garde, le Burkina est en train de glisser vers un génocide, le Burkina est en train de glisser vers des dérives qui seront difficiles à rattraper. Nous avions constaté que la classe politique n'a pas été suffisamment audible sur la question. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ont des calculs un peu politiciens, des calculs sur des questions électorales. Mais je dis, quand on est un homme politique, on doit pouvoir accepter effectivement d'assumer un rôle dans la question de la cohésion sociale. S'il y a des problèmes, c'est une fibre assez sensible aussi. Oui, c'est sensible. Mais justement, c'est parce que les gens pensent que c'est sensible et qu'il ne faille pas y toucher que finalement, aujourd'hui, on a des problèmes. Ce sont des questions dont il faut accepter en parler. Il faut en débattre, poser le problème et trouver des solutions afin de pouvoir sécuriser le pays dans le long terme. Mais si on refuse effectivement donc d'en parler, bien entendu, on ne va jamais trouver de solution. Je note également que les coutumiers, les religieux, ne se sont pas non plus suffisamment prononcés sur la question. Alors que quand nous connaissons la place de la chefferie coutumière dans notre pays, c'est une chefferie coutumière si elle s'était prononcée sur ce cas-là et qu'effectivement elle avait plaidé pour que justice soit rendue et que les questions de stigmatisation cessent, leur message allait être entendu. Donc je profite donc de votre micro pour dire, un an après Yirgou, il y a lieu de rendre la justice parce que c'est la justice seule qui garantit la paix. Mais un an après Yirgou, il y a lieu que la classe politique, les religieux, les coutumiers, tous s'engagent pour que véritablement il y ait un dialogue national sur la question de la stigmatisation afin de jeter les bases des solutions véritables à ce problème-là et de façon durable pour assurer donc la sécurité, le vivre ensemble et la paix pour les Burkinabés. Justement, vous parlez un peu du rôle du politique. Il y a comme une sorte aussi d'exploitation politique de ces sujets. On a vu aussi après, avec notamment le rapport du MBDHP sur le sujet des exécutions sommaires, on a vu aussi que là, si on a voulu mettre en conflit le MBDHP, les organisations de défense des droits de l'homme,
et les forces de défense et de sécurité. On a voulu montrer que peut-être les gens étaient contre un peu justement le travail qui est fait par la FDS. Oui, non, je pense que vous risquez de faire une confusion. Là, on était en train plutôt de parler d'un cas, ce n'est pas des exécutions qui ont été posées donc, par d'autres Burkinabés. Ça, c'est entre Burkinabés, ce n'est pas les forces de défense et de sécurité. Maintenant, pour revenir peut-être... Avec les FDS aussi, quelque part, on a parlé d'une communauté. On a vu un peu le débat s'est posé. Oui. On a estimé que, bon, si une communauté collabore ou est complice de terrorisme, il faut qu'on accepte que les forces de défense et de sécurité fassent le travail. Ce que vous venez de dire est dangereux. Comment on peut penser qu'une communauté peut être complice? Parce qu'une communauté, c'est une composante anonyme. Une communauté, c'est des milliers de personnes, des millions de personnes. Et ils ne peuvent pas être tous complices. Les actes de complicité... Malheureusement, c'est cette perception qui a été longtemps véhiculée sur et justement, c'est cette perception qui est malheureuse. On peut avoir effectivement des individus qui sont complices et il faut les rechercher, les identifier et les sanctionner. Mais on ne peut pas assimiler donc ces individus, assimiler effectivement donc cette perception-là à toute une communauté. Sinon, c'est très dangereux et c'est ce qui risque donc de compromettre de façon durable la paix et le vivre ensemble au Burkina Faso. Maintenant, pour revenir à la question du MBDHP, moi je pense que le MBDHP est dans son rôle. Vous savez, même en matière de guerre, parce qu'il y a une nuance entre la guerre, les conflits armés et les situations de violence. Même en période de guerre, où il y a deux acteurs de droit international qui sont en conflit, il y a le droit international humanitaire qui fixe effectivement donc comment est-ce que la protection des droits donc, des personnes est faite. En matière donc, de conflit armé également, bien entendu, vous ne pouvez pas exécuter quelqu'un qui est désarmé. Même dans des situations de violence, vous ne pouvez pas non plus exécuter quelqu'un que vous avez sorti, que vous avez ligoté et le passer après aux armes. Donc, le rapport du MBDHP, contrairement à ce que les gens tentent de faire croire, chaque fois que des militaires ou des militaires ont été victimes effectivement des attaques terroristes, le MBDHP a souvent condamné effectivement ces attaques-là. Mais à l'inverse, si nous avons des citoyens burkinabés qui sont également victimes d'exécutions extrajudiciaires, le MBDHP est en droit d'alerter et d'attirer l'attention effectivement donc, de nos dirigeants sur cette question-là. Et le MBDHP ne se contente pas seulement de condamner. En fait, les gens ne le savent pas. Je sais que le MBDHP donne même des formations à ces forces de défense et de sécurité qui vont sur le terrain du combat afin que tous soient suffisamment outillés sur les mécanismes donc, de protection des droits des personnes. Parce que s'il n'y a pas de mécanisme de protection, vous risquez de retrouver donc, des personnes, des citoyens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais il suffit d'être présent au mauvais endroit et puis vous êtes assimilé donc, à des terroristes. Alors que si les mécanismes donc, de respect donc, de vos droits sont respectés, bon, bien entendu, on ne peut pas en ce moment-là facilement exécuter donc, des innocents. Alors on va parler de bonne gouvernance. Notamment de cette question qui revient, le débat aujourd'hui, c'est la question de l'exemplarité dans le comportement et dans le train de vie de l'exécutif. Pendant longtemps, on a voulu qu'il en soit ainsi, mais jusque-là, pour beaucoup, notamment les partenaires sociaux, ça tarde à venir. Mais en même temps, il y a cette annonce de l'UTS au niveau de la fonction publique pour 2020 qui commence à faire grincer des dents et qui risque d'être aussi un point de contradiction importante pour l'année 2020. Ouais. C'est une réalité aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, le gouvernement dit en tout cas avoir fait suffisamment d'efforts en termes d'exemplarité, de réduction de train de vie de l'État et que tous les autres citoyens, les fonctionnaires, tout le monde aussi devrait pouvoir à son niveau faire des efforts pour permettre au pays de mobiliser des ressources pour le développement, pour l'investissement? Les efforts du gouvernement dont vous parlez ne sont pas perceptibles. D'abord, ça c'est un. Secondo, en ce qui concerne donc la question du ITS, il faut peut-être rappeler qu'en fait, c'est le secteur privé qui, à un moment donné, a fait donc, des démarches vers donc, le gouvernement pour leur demander de ramener leur taux d'imposition
de pression fiscale au même niveau que celui donc des fonctionnaires. Mais au lieu de faire cela, on a un gouvernement qui finit par réaliser, ah, donc vous étiez plus imposé que les fonctionnaires. Donc dans ce cas, nous allons plutôt relever le taux de pression fiscale chez les fonctionnaires pour les ramener pratiquement au même niveau que vous, les acteurs du privé. Une question d'équité. Mais je dis, non, justement, la question de la justice fiscale ou de l'équité, ce n'est pas forcément de ramener donc du bas vers le haut. Ça peut être aussi du haut vers le bas. Et lorsque vous avez un gouvernement qui se dit être un gouvernement de gauche, parce que c'est ça aussi la question idéologique, vous êtes un gouvernement de gauche. Et donc, lorsque vous devez chercher à mobiliser des ressources, vous ne les mobilisez pas dans les milieux sociaux, vous allez plutôt donc les rechercher donc dans le milieu du capital. Mais voilà un parti au pouvoir qui se dit être de gauche, qui se dit être un parti progressiste, et curieusement, ce sont les fonctionnaires, les pauvres fonctionnaires, qui décident donc de taxer au maximum. Je pense que cette décision est une décision d'abord qui n'est pas en phase avec la vision idéologique et politique donc, du parti au pouvoir. Deuxièmement, c'est une mesure d'imposition qui ne tient pas compte du niveau de vie des Burkinabés. Il aurait fallu plutôt travailler plutôt à ramener le niveau d'imposition donc, du secteur privé vers celui donc, des fonctionnaires et chercher effectivement des mobilisations de ressources à travers des niches fiscales que nous avons au Burkina Faso ici qui dorment. Quand vous prenez aujourd'hui donc la question du bail à usage d'habitation, les loyers que nous payons à des propriétaires immobiliers, ces propriétaires immobiliers, ils payent combien? Justement, il est reconnu qu'il y a un boom au niveau du secteur immobilier, mais en retour, en termes de recettes fiscales, ça ne suit pas forcément. Oui, justement, c'est parce qu'il n'y a pas une politique à ce niveau. C'est parce que justement, les propriétaires immobiliers, ce sont eux qui nous gouvernent. Donc, ils ne veulent pas s'imposer eux. Mais ils demandent d'imposer le fonctionnaire qui a du mal même à joindre les deux bouts du mois. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut aller rechercher donc les ressources nécessaires. Les ressources à rechercher ailleurs plutôt que dans l'UTS au niveau de la fonction publique. Le débat sur la gouvernance, c'est aussi ce dossier judiciaire, notamment le dossier Charbon-Fin qui a enfin démarré, le procès en cours, ça reprend en 2020. À ce niveau, vous pensez que c'est déterminant ce dossier-là dans l'analyse de la bonne gouvernance sous ce régime? Oui, c'est un dossier qui est déterminant, mais en même temps aussi qui nous interpelle. Ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté chez nos gouvernants de travailler à ce qu'il y ait une certaine transparence dans leur gouvernance. Lorsque vous avez un ministre qui est mis en cause à un tel niveau de responsabilité, vous ne pouvez pas le garder au gouvernement. Ailleurs, le ministre doit lui-même rendre sa démission pour se mettre à la disposition de la justice. Pour l'instant, ce n'est que des soupçons. La justice je n'en disconviens pas. Ce n'est que des soupçons. Vous êtes un homme de droit. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Ce n'est que des soupçons. Mais si vous voulez que la justice, effectivement, puisse travailler à éclairer tout le monde, vous libérez donc votre fauteuil gouvernemental et vous vous mettez à la disposition de la justice. Et c'est comme ça, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des efforts. Pendant ce temps, on constate que vous ne faites aucun effort. Vous n'êtes même pas prêt à renoncer à un poste ministériel pour vous mettre à la disposition donc, de la justice. Ça, c'est grave. Et il n'y a pas que seulement ce dossier du Charbon-Fin. Il y a eu également ce dossier donc, de l'ancien ministre donc, de la Défense. Mais il a fallu beaucoup de temps et de pression. C'est peut-être même finalement pour d'autres raisons qu'il a fini donc par céder le tablier. Nous pensons que on ne peut pas aujourd'hui demander au peuple burkinabé de faire des efforts alors qu'au sommet de l'État, on n'est pas capable de donner le bon exemple. L'exemple n'est pas donné. Pourtant, on crie tout le temps au niveau de cet exécutif que l'exemplarité, ça s'imprime. Mais on ne le voit pas. Et vous avez vu d'ailleurs le ministre des Mines qui dit que lui, il a agi dans la continuité de ce que les anciens ministres faisaient. C'est comme pour dire... Parlant des textes, bien sûr. Ah oui, non, pas seulement des textes. Il parle plutôt de la pratique. C'est pour dire, concrètement, c'est comme si vous arrivez à un poste, vous venez trouver que votre prédécesseur volait tous les jours, donc vous aussi, comme votre prédécesseur volait, vous aussi vous êtes autorisé à voler. Non, je ne pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il a parlé. Ah non, mais c'est comme ça que nous l'avions compris. Voilà, c'est cela. De façon globale, vous pensez que l'impunité a reculé depuis 4 ans maintenant? Oui, l'impunité a reculé. D'abord, le dossier de Yirgou
il y a des inquiétudes effectivement que l'impunité règne à ce niveau. Et il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont dans les tiroirs qui jusqu'à aujourd'hui n'évoluent pas. Nous pensons que l'impunité effectivement ne recule pas. C'est plutôt que l'impunité se renforce. Ça se renforce? Ça se renforce, oui. À notre avis, il y a beaucoup d'injustice et beaucoup d'impunité dans ce pays-là. On espère que pour 2020, ça va être l'un des points de votre campagne. Peut-être vous irez aux élections, si élection il y a, pour la présidentielle par exemple? Oui, notre parti se prépare effectivement à aller aux élections présidentielles. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en train de nous atteler à convoquer le premier congrès ordinaire pour le premier trimestre de l'année 2020 pour effectivement statuer sur cette question de candidature. Vous travaillez aussi sur votre projet de société? Le projet de société, oui, le programme du candidat et tout ça, nous avons commencé à travailler là-dessus et nous avons des choses très intéressantes à proposer au peuple burkinabé. Parce que c'est en cela aussi qu'on attend les partis proposer quelque chose. C'est en cela que nous allons faire la différence. Parce que nous allons proposer quelque chose d'original et quelque chose de réaliste et de réalisable. On espère donc bien. Merci, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.